Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Si vous détestez aller chez le dentiste, écoutez cette entrevue, ça va être utile. David Auger est avec nous, docteur en psychologie, clinicien chercheur au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, aussi professeur adjoint de clinique au département d'anesthésiologie et médecine de la douleur de l'Université de Montréal. Sacramouille, ça finit plus. David Auger, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes docteur, là, je peux vous appeler docteur Auger? Oh, mais je suis docteur en recherche. Comme chercheur. Ouais. Alors, on va parler de l'hypnose, mais d'abord le lien. L'hypnose, est-ce qu'on peut qualifier ça, tu sais, pour entrer dans le sujet, est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est une légende urbaine? Est-ce que c'est de la superstition? Comment vous définissez l'hypnose? L'hypnose, c'est vraiment une science parce qu'en fait, oui, on est pris beaucoup dans l'hypnose de spectacle, mais en réalité, si vous regardez dans les revues scientifiques, il y a énormément de recherches qui sont faites depuis très longtemps sur l'hypnose. Donc, il y a vraiment des phénomènes scientifiques, neuroscientifiques qui sont éprouvés aujourd'hui. Mais neuroscientifique ou scientifique, ça veut dire qu'on peut reproduire l'expérience qu'on a réussi à faire. Est-ce qu'on peut faire ça avec l'hypnose? Oui, tout à fait, oui. De quelle façon? Donc, pour refaire l'expérience, donc en fait, on fait des études cliniques, par exemple, et on peut, à partir du moment où on a protocoliser une séance d'hypnose, on peut la reproduire de manière identique avec des individus et évaluer les effets. Est-ce qu'on peut changer un comportement grâce à l'hypnose? Est-ce qu'on peut changer une sensibilité face à... Je disais chez le dentiste, jusqu'où on peut aller avec l'hypnose chez l'individu? Les recherches qui ont été menées le plus, c'est en douleur. Donc, on peut effectivement, chez le dentiste, on peut distraire la personne, la mettre ailleurs pendant que le dentiste s'occupe de sa bouche et de ses dents. On peut également le faire en anesthésie. Puis, en ce qui concerne les comportements, on va beaucoup utiliser l'hypnose également dans des contextes de psychothérapie, notamment pour les phobies, pour les stress post-traumatiques, pour les dépendances. Donc, le tabagisme, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter de fumer grâce à l'hypnose. Donc, on peut effectivement changer des comportements. OK. Expliquez-moi comment on fait. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans, là, et à ce jour, je veux fumer à tous les jours. C'est compliqué. Alors, quand il y a un besoin physique, je comprends l'aspect psychologique, mais physique, comment l'hypnose peut intervenir quand c'est physique, quand c'est de la douleur ou quand il y a des addictions? Alors, pour le tabac, donc une personne fume, effectivement, le corps appelle à la dépendance, c'est ce qu'on appelle le craving, mais en même temps, la tête, elle a envie d'arrêter. Donc, il y a comme un dilemme. Donc, en les suggestions hypnotiques qu'on va utiliser, c'est surtout de pouvoir utiliser ce dilemme. Donc, mobiliser la partie de la personne qui souhaite pour qu'elle arrête de fumer. Alors, évidemment, c'est pas magique, on n'arrête pas du jour au lendemain. Les gens rapportent souvent que progressivement, ils ont de moins en moins envie de fumer. Puis chez les personnes qui fument énormément, peut-être qu'une médication complémentaire sera nécessaire pour éviter la dépendance. OK. Et pour la douleur physique, M. Auger, là, vraiment, moi, je voudrais même pas essayer chez le dentiste. Okay. Moi, gelez-moi la face au complet, autant de reprises que vous voulez, mais je veux rien sentir. Faut être un peu courageux pour essayer l'hypnose, par exemple, quand c'est le temps d'une intervention. J'avais un collègue, il y a quelques années, malheureusement, il est décédé. Il utilisait effectivement en dentisterie l'hypnose sans produit. Mais évidemment, c'est pas la tendance qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on va essayer de faire en hypnose dentaire ou en douleur procédurale, c'est de réduire la médication. Donc, vous inquiétez pas, si vous allez chez le dentiste, on va quand même vous mettre quelque chose, mais ça serait une quantité moindre. Et l'idée, en fait, de la douleur, c'est que la douleur, elle est subjective. Une personne n'a pas mal de la même manière. Un enfant aurait plus de douleur qu'un paracommando, comme je le dis souvent. Donc, il y a vraiment cette idée subjective qui joue beaucoup dans la perception douloureuse, et c'est là-dessus qu'on va jouer, en fait. Moi, on m'a toujours dit, en tout cas, j'ai lu qu'il y a des gens qui sont plus ouverts, plus susceptibles d'être sous hypnose. Il y en a qui, carrément, ça fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des barèmes à ça? Est-ce qu'il y a des normes? Oui, mais bon, qu'on est tous mesmères, on voit bien dans les tests qu'il va utiliser pour choisir ce qu'on appelle les personnes les plus suggestives. En fait, c'est même pas les plus suggestives, c'est les plus suggestives des plus suggestives. C'est-à-dire que c'est 5 à 10% de la population, mais sinon, les barèmes, c'est 15% d'une personne qui sont hautement suggestifs, 15% des personnes qui sont faiblement, et entre deux, on a les 70% qui sont assez variables, en fait. Comment, on va parler d'Obèche dans un instant, M. Auger, mais comment vous réagissez quand vous voyez l'hypnose spectacle?
quand on fait, moi j'ai ça, là, puis j'ai été invité à 2 reprises par Mesmer, j'ai toujours refusé, mais moi, être à la merci de quelqu'un qui veut que je fasse des conneries, puis être la risée de tout le monde, ça me tente pas. J'avais 2 oncles qui faisaient de l'hypnose. Un pour le sergent détective, pour des victimes d'agressions sexuelles, pour des crimes commis. Un autre pour des spectacles. Asseoir la matante sur le mononcle qui mange un oignon, qui pense que c'est une orange. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'on utilise l'hypnose pour faire des spectacles? Mais en fait, c'est un peu problématique pour les thérapeutes parce qu'effectivement, les gens vont penser qu'ils perdent le contrôle à cause de l'hypnose. Et puis, j'ai un patient un jour qui vient, puis il était avec sa femme. Puis, je demande pourquoi sa femme l'accompagne. Il dit, mais parce que tu m'avais dit, il faut prendre ma carte de crédit. Donc, il y a les gens qui pensent qu'ils vont effectivement perdre le contrôle. Et c'est ça qui est problématique. Mais après, faut pas oublier une chose, c'est que les gens qui vont voir un spectacle, ils payent. Ils ont envie de prendre du plaisir. Donc, ils vont probablement plus facilement se prêter au jeu. Puis, si les gens qui sont très suggestifs sont curieux. Donc, il y a comme une part de motivation à aller sur scène. On peut avoir une personne qui est hautement suggestive et qui ne veut pas aller sur scène pour ne pas paraître idiot, par exemple, on ne veut pas y aller. Donc, c'est un peu cette population-là, très suggestive et très motivée, qui va pouvoir se prêter au jeu. Un peu comme en thérapie. Si maintenant, il y a des gens qui sont faiblement suggestifs, mais qui n'ont pas envie d'avoir mal, peut-être que la part de motivation va faire en sorte qu'effectivement, ils vont peut-être répondre un peu mieux à l'hypnose. Mais c'est vrai aussi, M. Auger, qu'il y a une règle en hypnose où tu peux pas faire quelque chose à quelqu'un si c'est contre ses valeurs profondes. Tout à fait, clairement. L'hypnose médicale et la réalité virtuelle, ça, c'est une nouvelle approche? Mais oui, en fait, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des gens qui répondent moins à l'hypnose. Il y a des gens qui ont aussi parfois des difficultés à visualiser. Parce qu'en hypnose, on peut faire visualiser une expérience. On peut envoyer quelqu'un, par exemple, à la plage, alors qu'il est chez le dentiste. Donc à ce moment-là, s'il est à la plage, forcément, il ne ressent pas les sensations du dentiste, des soins dentaires. Mais donc, parfois, les gens n'y arrivent pas. Ils ont des difficultés à visualiser parce qu'ils ne peuvent pas, ou parce que c'est difficile pour eux, ou ils ont tellement envie que ça les limite. Le casque de réalité virtuelle, ça permet de créer une immersion d'office rapide chez le patient. Et donc, ça le distrait beaucoup plus vite. Et donc, ça crée plus facilement une expérience. Donc, on essaye de voir comment est-ce que le casque, et pas que les images, mais également les sons, peuvent potentialiser l'effet de l'immersion, en fait. Et ça permet vraiment de se dissocier plus rapidement. Ça veut dire que la personne sous hypnose garde les yeux ouverts. Oui. Elle est quand même réceptive à son environnement immédiat. Parce que souvent, on voit les gens sous hypnose, les yeux fermés, pour visualiser. Mais là, c'est autrement. Mais par contre, c'est une bonne question, parce que parfois, les gens ont une image. Mettons qu'ils sont à la plage, puis ça leur convient pas. Évidemment, il y a eu toute la partie d'induction et de visite de l'endroit. Puis finalement, ils ferment leurs yeux dans le casque pour aller dans leur propre plage. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter l'immersion, et puis parfois les gens vont s'approprier l'endroit. Alors ce casque, est-ce que vous pouvez en faire aussi avec des casques de hockey pour la réalité virtuelle, puis l'apporter dans le vestiaire du Canadien pour le match de ce soir? Il faudrait de la réalité augmentée alors à ce moment-là pour qu'ils puissent voir le palais, puis qu'ils puissent marquer. Mais à quel point là, c'est de la suggestion là, d'implanter des images et un comportement chez un individu, de se voir par exemple d'auberge, de se voir arrêter toutes les rondelles. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Mais il y a plein de techniques qui sont utilisées dans ce domaine. Il y a évidemment la visualisation, c'est-à-dire de pouvoir me visualiser dans l'avenir, donc au moment du match en étant très fort, en étant un mur, comme le dit Dobèche. Ouais. On peut aussi utiliser des techniques qu'on appelle de restructuration cognitive. Donc si par exemple je prends un but, je vais dire ça y est, c'est foutu, je vais perdre mon match. Et l'idée, non, c'est je me challenge un peu plus encore. Donc j'ai pris un but, ça veut dire que je vais être 2 fois plus bon. Et je vais y arriver. On l'a bien vu entre les 2 matchs d'ailleurs où ils ont perdu contre les Buffalo. Là, ils avaient perdu le match et puis il est revenu 2 fois plus fort. Ouais. Donc il y a plein de techniques qui sont utilisées comme cela. Les techniques les plus souvent utilisées, c'est de se reconnecter à un moment où j'étais le meilleur, voire même à une personne qui est une référence pour moi. Donc un grand gardien dont ils par exemple. Et puis surtout, mais c'est ça qui est important. La restructuration cognitive, c'est toujours rester dans la positivité malgré qu'effectivement, là, je suis en train de perdre. Est-ce qu'on sous-estime la puissance? Tu sais, là, dans les boys, là, ils parlent de la puissance du mental, là, mais est-ce qu'on sous-estime ça? À quel point ça peut changer notre corps, notre vie?
Ah, clairement, c'est comme la douleur, par exemple, c'est un bon exemple. Si maintenant j'aime pas le dentiste et je vais aller chez le dentiste alors qu'il vous a pas encore touché, vous allez avoir de la douleur. Ouais. C'est mon mental à moi, c'est la puissance de mon mental qui va créer cette douleur, en fait. Et il y a tout un intérêt aussi pour traiter la douleur. On avait fait une recherche en pédiatrie à Sainte-Justine. C'est de rencontrer les enfants très jeunes pour des procédures douloureuses et avoir ce type de communication avec eux pour qu'il n'y ait pas cette anxiété procédurale et qu'ils puissent ensuite ne pas développer d'anxiété par rapport aux douleurs procédurales. Ça, OK, mais ça revient presque à la pensée magique, M. Auger. Oui. La pensée positive, ouais. Mais ça veut pas dire que ça fonctionne. Non, mais je me mets dans un état... Moi, c'est la pensée négative. Là, je pars avec ça. Puis on est beaucoup là-dedans aujourd'hui. Ouais, on est très là-dedans. Mais avec les nouvelles qu'on a, c'est difficile de faire autrement. Non, on s'attend au pire tout le temps. Évidemment, quand je parle de pensée positive, il faut qu'on soit en contrôle du contexte. Si maintenant, pas jovialiste, là, pas gnangnan. Au niveau politique, c'est un peu compliqué en ce moment, on va se dire. Mais en ce qui concerne le médical, par exemple, je vais commencer un traitement. Je peux me mettre dans une pensée comme quoi le traitement va fonctionner. Évidemment, c'est pas ça qui va avoir un impact sur la réalité du traitement, mais moi, je vais me mettre dans une position qui va favoriser l'accueil de ce traitement et ma compliance au traitement. OK. Avant qu'on se quitte, M. Auger, par exemple, Maxime Delan s'en vient. Là, il parle d'affaires judiciaires, de crapules, de crimes commis. Est-ce qu'on peut utiliser l'hypnose pour ramener quelqu'un dans le droit chemin? Là, c'est changer la personnalité à ce moment-là. Ouais. Ouais, c'est un méchant contrat, ça. Hein? C'est difficile. OK. Christian Page, qui parle d'événements surnaturels, parlait de l'hypnose qui crée des faux souvenirs ou des enlèvements par extraterrestres, des vies antérieures où on était tous des princes et des monarques. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais il y a effectivement beaucoup de risques de faux souvenirs. On en parlait tout à l'heure. D'utiliser l'hypnose dans le cas d'un tribunal, par exemple. Si moi, je n'ai pas vu mon agresseur, mon inconscient va créer une image, en fait, qui ne serait pas la bonne image. Si je l'ai vu et que j'ai oublié à cause d'un trauma, oui, effectivement, on peut retrouver un souvenir, mais on peut aussi inventer des souvenirs. Donc, c'est toujours le risque. C'est dangereux. C'est très dangereux, oui, ouais. Effectivement. Puis, les gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres sous hypnose, on l'a vu, ça. Mais je sais pas s'il y a des extraterrestres, j'ai pas encore la preuve, donc je ne pourrais pas vous répondre, malheureusement. Non, mais d'imaginer ça. Oui. Puis les vies antérieures, ça aussi. Donc, faut faire attention. Comment on fait la part des choses, en conclusion, M. Auger, entre un charlatan et quelqu'un qui va utiliser l'hypnose avec une approche médicale? Il y a un avantage au Québec, c'est qu'on a des ordres professionnels. Et toutes les pratiques sont régies par les ordres. Donc, si à un moment donné, je vais voir un psychologue, par exemple, il y a peu de risques parce qu'ils fassent quelque chose de l'ordre du charlatanisme, parce qu'ils sont reconnus par leur ordre, il y a quelque chose qui prouve qu'effectivement il y a une bonne formation. Donc moi je conseille toujours d'aller voir des personnes qui sont reconnues. Et de passer par les ordres pour vérifier s'ils sont reconnus. Et Monsieur Daubèche, ce soir, là, pensez-vous qu'il est présentement en traitement? Ben, j'espère qu'en tout cas, il a donné une impulsion à ses collègues pour que ce soir, ils soient tous hypnotisés pour gagner. En fait. Ah oui, non, je vous enverrai dans le vestiaire, moi, on va traiter ça. Docteur en psychologie, David Auger, un gros merci. Merci à vous. À la prochaine. Merci.